la Côte d'Ivoire. J'imagine pour les élections présidentielles dans ce pays, on sait déjà, Adam, que l'opposition demande le report du scrutin. Le parti au pouvoir, le gouvernement, on peut dire, refuse. Les élections auront bien et bel lieu demain. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que c'est toute la sous-région ouest-africaine, voire même toute l'Afrique qui retient aujourd'hui son souffle. Dans la mesure où la Côte d'Ivoire, depuis 2010, a habitué en fait la sous-région parce que nous partageons un même espace communautaire et il va de soi que nous soyons unis d'intention avec ce peuple. Parce que personne ne voudrait pas revivre encore les événements tels que vécus en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et ça, à partir du moment où nous constatons déjà il y a une divergence de vue en ce qui concerne l'organisation d'abord des élections. Nous n'allons pas refaire l'histoire parce que l'historique des événements tels que sont vécus aujourd'hui par les Ivoiriens est connu pratiquement par tous. Mais ce qu'il faut réellement faire remarquer, c'est que je pense que si c'est le prix à payer pour reporter ces élections, pour amener chacun des acteurs à pouvoir donc adhérer à ce processus-là serait quand même la meilleure des choses, la meilleure des façons de pouvoir organiser ces élections-là. Mais il y a également l'autre aspect de la chose qui n'est pas souvent évoqué. Je pense que l'élection est prévue par la loi fondamentale du pays et c'est le code qui le prévoit ainsi. Je pense que lors de la dernière sortie d'Alassane Ouattara, il a eu également à pouvoir donc l'évoquer en disant même s'il voulait, il ne pouvait pas. Donc je pense que il appartenait réellement à l'opposition ivoirienne de pouvoir mieux s'organiser pour réellement redemander peut-être un dialogue, puisque la plupart du temps, s'ils sont advenus à pouvoir donc modifier la loi fondamentale, ils sont partis donc par un dialogue qui a permis réellement à chacun des acteurs de pouvoir approuver qu'il était donc opportun de modifier donc cette date ou de modifier un certain nombre d'aspects liés donc à la loi fondamentale, ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les ingrédients, et lorsque nous constatons depuis hier, surtout la fin, les 3 derniers jours donc, de la fête de cette campagne un peu atypique qu'on a constaté parce que c'était une campagne orientée seulement à un camp. On a vu que les autres avaient donc appelé à un boycott actif donc, de ces élections-là, ce qui laisse présager que sur le terrain. Donc, ce qui laisse présager réellement que les appels de part et d'autre tels qu'ils sont donc lancés aujourd'hui, appelant donc disons à une situation qui risque donc de pouvoir être similaire à ce qu'on a, par analogie, d'être similaire par rapport à ce qu'on a vécu en 2011. Donc, moi, me fait dire réellement qu'aujourd'hui, la CEDEAO, c'est vrai qu'il a une responsabilité assez lourde à partager et depuis le début de cette crise-là, on l'a vu réellement sur le terrain. Mais sauf qu'il n'est pas arrivé à pouvoir donc faire entendre raison à Alassane Ouattara. Je ne sais pas si c'est... il est tacite, certes, comme on peut le dire, mais je pense qu'au-delà de ça, il faudrait réellement que les acteurs puissent aussi comprendre que c'est également la loi fondamentale du pays qui le prévoit. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faudrait réellement préserver des vies, préserver donc les biens et services, etc. Et ça, nous l'avons constaté parce que lorsqu'on parle donc de la destruction, lorsque les gens appellent donc à la haine, ils attisent donc le tribalisme, etc. dans un pays. Heureusement, c'est pourquoi je le dis, parce qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler des autres pays. Aujourd'hui, chez nous, au Togo, au moins cette question n'est plus d'actualité. Et nous pouvons donc s'en réjouir parce qu'il y a eu des actes qui sont posés pour amener chacun à pouvoir donc temporiser les ardeurs, à ne pas pouvoir donc attiser cette haine tribale-là, comme ce fut le cas, ce que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut dire fondamentalement aujourd'hui, je pense que il appartient parce que l'arbitrage ou l'alternative qui pouvait donc amener chacune des parties à pouvoir donc entendre raison, il ne reste que la CEDEAO qui doit réellement aujourd'hui prendre une décision entière, amenant donc à pouvoir donc sursoir à ces élections-là pour amener, parce qu'un président mal élu, nous savions, c'est vrai que les élections, quoi qu'on dise aujourd'hui, Alassane Ouattara a mis tous les pions en place pour que ces élections-là arrivent, mais lorsque vous n'êtes pas bien élu, voudrait dire que vous organisez une élection à sens unique. Je pense que derrière tout ça là, c'est un pays qui serait pratiquement difficile à gouverner, avec des appels incessants à manifester, etc. Ce sont les biens publics qui sont détruits et au même moment ce sont la population qui viendra en contrepartie donc pouvoir donc rembourser tous ces faits-là. Et ça, c'est dommage pour nos pays parce qu'on ne peut pas construire et détruire. Parce que vous savez, détruire est plus facile
que construire. Donc ça, je pense que nous en appelons parce que, en tout cas, jusqu'à ce stade de la question, moi je pense que la balle revient à la CEDEAO de pouvoir donc frapper du poing de la table, prendre toutes ses responsabilités pour amener donc ce pays-là à ne plus vivre les événements tels que nous avons vécu en 2011. Tommy, l'opposition demande le dialogue, le parti au pouvoir dit, l'opposition a passé tout son temps à boycotter tous les processus possibles. Le président l'a dit d'ailleurs, les négociations ont été entamées par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'opposition a boycotté tout. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard dans la vie d'une nation pour dialoguer. Et je pense que M. Alassane Dramane Ouattara a toujours la solution de la Côte d'Ivoire en main. S'il veut aujourd'hui, à quelques minutes même des élections, il peut prendre une décision et même poser des actes forts. Il a l'habitude de personnaliser le débat. Je rappelle que c'est lui qui dit « c'est moi-même, j'ai eu à prendre l'initiative de la modification de la Constitution ». Ou encore, dans une récente interview, je vais œuvrer pour que au sens de nos tests, on puisse permettre que des personnes âgées ne soient plus candidates à une certaine élection. Sur l'initiative de la Constitution, il l'a fait avec le président Bédié. Voilà, donc je crois que aujourd'hui, M. Ouattara est l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Et s'il veut, il peut voir basculer le pays dans la violence. S'il veut aussi, il peut résoudre le problème. Mais l'opposition aussi a son rôle à jouer. Ouais. En fait, nos oppositions en Afrique ne devraient pas seulement faire beaucoup de bruit à la veille des élections, qui en réalité ne sont pas prévues aujourd'hui, puisque c'est la fin du mandat du président sortant. Alors, s'il n'y a pas d'élection à la date indiquée suivant la loi, c'est la même opposition qui va dire c'est un président illégitime. Ce qui fait que tous les présidents qui sont au pouvoir font un effort pour ne jamais dépasser la date limite pour l'organisation d'une prochaine élection présidentielle. Parce que si vous êtes dans le fauteuil d'une façon illégale, c'est très facile que la rue vous jette dehors. Et c'est la crainte de M. Ouattara aujourd'hui. Maintenant, quand il s'agit de l'intérêt de la nation, il faut aller au-delà de certaines considérations individuelles, personnelles. Il faut aller au-delà de l'ego. Et c'est en cela qu'il y a problème. Au niveau de l'opposition, on est très sûr qu'on ira à ces élections. Mais on demande jusqu'à quelques minutes du scrutin un report. Et M. Ouattara a bien dit dans l'un de ses discours, ne vous trompez pas, il n'y aura pas de report. Nous irons à cette élection à la date indiquée. Et l'opposition n'est pas coupable. Elle a passé le temps à boycotter le processus électoral, mais le président Bédié et Afin Guessa n'ont pas retiré leur candidature. Mais c'est ce qu'on disait ici sur ce plateau il y a de cela quelques semaines. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Ouais. Ce n'est pas possible. Vous dites que vos membres ne doivent pas participer à l'organisation des élections au niveau de la commission électorale et au niveau notamment de la commission au niveau national et au niveau local. Et vous maintenez quand même votre candidature. Ça n'a pas de sens. De deux choses l'une. Mais connaissant aussi les régimes en Afrique, il vaut mieux avoir au moins un candidat ou deux candidats de l'opposition qui respectent les normes que de ne rien avoir. Parce que s'il n'y a pas de candidat de l'opposition qu'on peut appeler entre guillemets véritable, le parti au pouvoir va se créer un candidat. On appelle ça candidat de paille, mais c'est quand même un candidat. Et on n'a pas dit que si le candidat qui va affronter le président sortant n'est pas de l'opposition radicale, donc l'élection ne peut pas se tenir. Ce qui veut dire que l'élection va quand même se tenir. Aujourd'hui, le message de M. Gbagbo Laurent... Oui, on va aborder cela. Voilà, effectivement, je crois que c'est à prendre au sérieux parce que il connaît bien son pays. Ayant fait aussi des dizaines d'années, comme Abdoulaye Wade, comme le président Alpha Condé et beaucoup d'autres,
qu'on connaissait dans l'opposition, qui était très farouche. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont changé de fusil d'épaule, ils sont devenus dictateurs, ils s'accrochent au pouvoir. Ceux-là qui disaient, vous n'avez pas le droit de faire 2 mandats, change la constitution pour faire 2 ou 3, ou voire même peut-être 5 mandats. Alors aujourd'hui, quand même, il faudrait qu'on tienne compte de cette parole ou de ces paroles de sagesse. Et j'ai aimé le silence à un moment de M. Soro Guillaume, parce que continuez pas à jeter de l'huile sur le feu n'arrange rien. Là, il a dit que les élections n'auront pas lieu. Oui, aujourd'hui, mais il s'est tué pour un temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est plutôt donner une chance au dialogue. Voilà. Et M. Ouattara doit faire attention, Alassane Dramane doit faire attention pour que le pays ne bascule dans la violence. Et parce que si le pays bascule dans la violence, c'est lui le numéro 1. Et il va quand même avoir une lourde responsabilité. La vie humaine mérite protection. Quand ça commence comme ça, déjà il y a des morts. Et on attend le jour de l'élection. C'est demain samedi. Ouais. Et si jamais il sonne 16 heures, je ne suis pas sûr que les gens vont attendre les résultats de la commission électorale avant de proclamer leurs propres résultats. Ça, c'est devenu maintenant coutume en Afrique. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on a remarqué que la commission électorale était en train de proclamer les résultats et d'autres personnes sont venues pour arracher les papiers sur la table de la commission électorale. C'était en 2010. Alors aujourd'hui, il est temps qu'on se serve de l'expérience du passé pour éviter à ce pays les cadeaux de Noël, comme on dit ça en Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez que souvent en décembre, c'est en décembre qu'il y avait eu les coups d'État successifs en Côte d'Ivoire. Il est temps qu'on cultive la paix et le parti au pouvoir, avec à sa tête M. Alassane Dramane Ouattara, et l'opposition avec effectivement ce groupe d'acteurs politiques très sages qu'on connaît et qui savent aussi la portée du dialogue. Il faut trouver un consensus. Contrairement à ce que M. Ouattara dit, on ne peut jamais fermer la porte au dialogue. Le dialogue doit être permanent, même jusqu'au jour même du scrutin. Et comme le disait mon confrère, la CEDEAO doit jouer son rôle. Mais la CEDEAO ne peut pas imposer non plus un report. Ouais. Mais la CEDEAO doit jouer avec la diplomatie pour pouvoir amener les deux parties, les deux grandes parties en conflit, à pouvoir s'entendre sur le minimum. L'essentiel d'ailleurs, c'est que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et c'est l'essentiel, il faut le dire, Adam. Mais aujourd'hui, est-ce que selon vous, le président va accepter? Il est trop tard pour l'opposition. Et j'ai une question à vous poser. On a l'impression qu'il y a eu échec aussi au niveau de l'opposition. Quand on voit le parti au pouvoir en place et quand on voit l'opposition avec tous les noms possibles, on peut se dire, on peut être derrière un seul candidat à Finguissan, ou bien Bédier, ou encore quelqu'un pour aller chercher Alassane Ouattara dans les urnes. Non, vous savez, et avant de poser cette question, moi j'estime qu'il faut forcément interroger un certain nombre d'aspects similaires que nous avions constatés, aussi bien dans la sous-région. Parce que vous savez, les oppositions, pratiquement dans nos pays, surtout francophones, ont pratiquement les mêmes façons d'agir. Et c'est la même politique pratiquement au niveau en fait, des usages, c'est la même politique qui s'applique, etc. Mais vous savez, l'opposition, telle qu'elle semble aujourd'hui montrer des relents un peu d'unicité, n'est pas réellement ça. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que Alassane Ouattara dise aujourd'hui que, bon, il se décline. Vous allez voir les divergences ressurgir au niveau de l'opposition. Et ça a été monnaie courante. Donc aujourd'hui, d'ailleurs même, lorsque vous prenez même au niveau de les 3 autres candidats, il y en a, c'est vrai que je pense que c'est Kakabe qui aujourd'hui n'a pas une position claire sur réellement boycotter ou pas. Parce qu'il sait réellement que s'il advenait qu'il allait à ces élections-là, ou carrément les autres partis politiques boycottaient, que lui, il allait, il serait quand même la deuxième force politique. Et ça, c'est réellement un peu l'idée ou l'idéologie aujourd'hui nourrie pratiquement par toutes les oppositions. Lorsqu'on sait réellement que, puisque avant ces élections-là, les gens savaient que avec le dauphin de Ouattara, on préfère le meilleur. Voilà, ce que disait que voilà, les oppositions, chacun cherche sa part.
Il cherche sa part et en temps normal, réellement, les astuces ne laissent pas présager qu'on veut réellement nouer un peu les forces pour aller réellement combattre le candidat à face et prendre réellement le pouvoir. Non, mais, donc, mais Bédi a dit dans une interview que si jamais un candidat de l'opposition sortait pour le deuxième tour, oui, bon, parce que vous savez, les pays où nous avons une élection à 2 tours, naturellement, il va de soi que les oppositions puissent quand même aller à un premier tour, puisque le deuxième tour définira forcément s'il faudrait quand même s'allier à celui qui viendra donc en tête. Et cela ne veut pas, souvent, lorsqu'on voit après ces élections-là, ça ne voudrait pas dire qu'on fasse toujours avec ceux qui sont avec toi. On l'a vu en Guinée, Bissau, dans d'autres pays également. Donc, ce qu'il faut laisser présager aujourd'hui réellement, de toutes les façons, nous savions que Alassane Ouattara a une position assez dure, tacite, et qui ne relâchera pas. Mais je pense que l'opposition également, normalement, vu cet aspect de la chose, parce que les questions évoquées par Alassane Ouattara ne sont pas quand même à négliger. Parce qu'il parle de la constitution qu'il a donc instaurée. C'est vrai qu'on peut voir vraiment qu'il y a donc des clichés, des pesanteurs qui récitent, etc., qui laissent entrevoir que demain ne serait pas aussi meilleur pour la Côte d'Ivoire, etc. Mais réellement, c'est la loi fondamentale, il faudrait quand même la respecter. Et ça, il a participé à l'élaboration. Voilà, donc en fait, nous ne sommes pas dans une situation de boycott. Les uns estiment que voilà, ce sont les conditions d'organisation de ces élections-là qui sont en train de contester. Au-delà de ça, mais moi j'estime que les conditions, il faudrait réellement donc s'organiser à pouvoir l'arracher. Parce qu'il y avait beaucoup de choses directement qu'on exposait qui était difficile réellement à résoudre. Parce qu'on parlait donc de l'illégitimité de la candidature d'Alassane Ouattara, le fait que l'organisation au niveau de la CENI qui n'était pas aussi ça. Il y avait d'autres aspects aussi qui revenaient de temps en temps. Et lorsque vous prenez un peu le temps qui était imparti, il était difficile de pouvoir prendre tous ces aspects-là de les résoudre au même moment. Il faudrait quand même que 6 mois, j'estimais que s'il y avait la l'opposition... bonne volonté... Non, c'est la bonne volonté. En réellement, des fois, l'opposition, lorsque vous lâchez un peu du lest, sans donc aller de surenchère en surenchère, lorsque, par exemple, Alassane Ouattara aurait bien voulu qu'on ait quand même une CENI peut-être équilibrée. On l'a vu ici, lorsqu'on a fait 50%, les gens ont ressurgi avec d'autres aspects qui n'étaient pas même contenus. Ils n'avaient jamais fait valoir ces arguments-là. Ils reviennent avec ces arguments et ils vont être assis sur le fait que Alassane Ouattara ne devait donc pas se présenter. On serait toujours dans la même situation. Donc, quelque part, les oppositions aujourd'hui en Afrique, je les prends dans leur globalité, tout comme ils sont à l'image de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils étaient dans une logique réellement de pouvoir donc obtenir la non-participation des élections. Donc là, c'était une sorte de salade russe qui se présentait. Donc Alassane Ouattara, l'ayant compris, savait quand même que ceci n'était pas assuré dans les revendications qu'il faisait. En réalité, qu'on résolve une ou l'autre aspect de la chose, l'autre reviendra pour pouvoir donc faire croire à l'opinion nationale comme internationale qu'on était dans une situation d'impasse et de blocus, ce qui n'était pas réellement le cas. Il faudrait donc réorganiser les élections. C'est ce qui se voit aujourd'hui. Et Tommy, nonobstant le boycott, on voit que les candidats, c'est-à-dire Afin-N'Guessan et Bédié, participent aux élections. Vous savez, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que l'opposition a été flouée. Quand M. Ouattara avait fait cette déclaration de ne plus se présenter et de laisser la place à la jeunesse et une chance à la jeunesse pour gouverner, l'opposition a commencé par dormir. Donc, au lieu de s'organiser pour faire effectivement vite des revendications allant dans le sens du processus même de l'organisation des élections. Il dit qu'elle a perdu du temps. On se dit que heureusement que M. Ouattara ne se présente pas, alors nous allons faire notre guerre interne. Oui, parce que... Et Ouattara l'a dit, même si c'est Mamadou va les cogner. Non, en fait, eux, ils estimaient que réellement sans Alassane Ouattara, en fait, la personnalité d'Alassane Ouattara, telle que Alassane Ouattara même le dit, fait peur, réellement, parce que il a un bilan assez politique. Lorsque vous posez la question même oui, il vous dira la même chose que voilà, Alassane Ouattara réellement pendant ces 5 dernières années, 10 ans, la Côte d'Ivoire a eu, que ce soit sur le plan économique, les infrastructures, le relèvement des salaires, etc., l'agriculture, il a véritablement fait. Donc, en fait, Alassane Ouattara faisait peur. Il faisait peur, et donc son dauphin, pour eux, était donc l'homme à abattre, il fallait donc l'abattre. Oui, de toute façon, c'est difficile pour un président en exercice d'être faible devant son opposition. Parce qu'il y a d'abord les moyens au niveau administratif
au niveau financier, La primo sortant, les ressources humaines, le bilan à défendre. Alors, aujourd'hui, ce qui a trompé l'opposition, c'est qu'on se disait on aura affaire au fils de Ouattara, et Amadou Gon Coulibaly. Malheureusement pour l'opposition et la Côte d'Ivoire, et pour Ouattara aussi, c'est que M. Gon Coulibaly a cassé sa pipe. Alors, très vite, il fallait se reconvertir. Et l'opposition a eu du mal à s'adapter. Moi, je ne m'attendais pas à autre chose quand M. Coulibaly est malheureusement parti. M. Ouattara ne voulait rien lâcher. C'est pourquoi même il a choisi l'un de ses hommes les plus sûrs pour pouvoir gouverner. Et vous savez, la pratique, en réalité, les présidents qui ont du mal à laisser leur fauteuil, quand ils décident de partir, ils veulent mettre, entre guillemets, un président marionnette qu'on pourrait effectivement téléguider, manipuler. De ce qui s'est passé en Angola, oui, bien avec sûr. João Lourenço. Sauf qu'il y a des présidents, quand ils sont élus, ils essaient de tout faire pour se libérer de leur mentor. Et ça crée souvent des problèmes. Ouais. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face d'abord à son destin. L'élection présidentielle de demain est obligatoire. Mais on pouvait, s'il y a une bonne volonté, reporter de quelques semaines ce scrutin. Ça ne fera pas du mal à ce pays parce que nous-mêmes au Togo, on a reporté des élections. Et reporter des élections, ce n'est pas en fait un péché. Mais comme on a habitué les pouvoirs à avoir peur des reports, on se dit, attention, il ne faut pas que je tombe dans leur piège. Est-ce qu'ils n'ont pas calculé déjà que si on rentrait dans cette période, je serais un président illégitime, illégal, et peut-être ils vont soulever la rue. Et quand M. Soro, moi je pense que l'adage africain est très clair. Celui qui n'a pas encore traversé la rivière ne doit pas se moquer. Ne doit pas se moquer parce que d'abord, il y a toujours les crocodiles dans l'eau. On n'a rien eu encore. Et tu as dit, M. Soro avait dit qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, la question que j'avais posée dans un débat, c'est que avec quels moyens tu vas empêcher les élections? On a entendu le même discours avec l'opposition togolaise, l'opposition radicale du Togo, parce qu'il y avait quand même une opposition. Il y a toujours une opposition à plusieurs têtes. Hein. L'opposition radicale avait dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais les journalistes, sans trop chercher, ont demandé avec quels moyens vous pouvez empêcher les élections. Et on a vu les résultats. On a même fait l'erreur de demander aux gens de ne pas aller s'inscrire. Conséquence, à la veille de la rentrée au Togo présentement, le gouvernement annonce encore une tranche de non-vici. Mais il y a beaucoup de citoyens qui n'arrivent pas à bénéficier de cette aide-là, tout simplement parce que certains avaient suivi l'appel de l'opposition radicale qui a demandé de ne pas aller s'inscrire. Je crois que c'est une erreur qu'on ne doit plus faire en Afrique. S'inscrire pour avoir sa carte d'électeur, c'est d'abord un droit et puis un devoir, et c'est fondamental. Si vous l'avez, vous pouvez toujours refuser d'aller voter. Vous pouvez même aller même dans le bureau de vote et prendre des bulletins et jeter tout ce que vous voulez dans l'urne. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire annuler votre vote. Mais il faut détenir la carte d'électeur parce que vous êtes un citoyen. Et si on sait que en Côte d'Ivoire, il y a 5 citoyens qui ont la carte d'électeur et il y a seulement un seul citoyen qui va voter parmi les 5 là, ça aussi c'est un facteur dont on peut parler. Même si ça n'a pas de répercussions directes sur le sort du scrutin. Oui, aujourd'hui, le plus important, c'est que l'opposition se rattrape, que l'opposition puisse parler d'une seule voix d'abord, que l'opposition puisse effectivement continuer dans le sens de l'appel à l'apaisement, parce que ce n'est pas les morts que vous allez gouverner quand vous allez vaincre M. Ouattara. Ça aussi, c'est important. On va revenir, on va toujours rester avec la Côte d'Ivoire, mais après la pause et le journal.